donc vous allez relire la fiche de cours donc, sur l'extraction d'espèces chimiques. Donc, propriété d'une espèce chimique. Donc, certaines espèces chimiques donc, ont un aspect caractéristique, couleur, odeur. Donc, par exemple, de nombreux métaux se reconnaissent à leur éclat et à leur couleur. Toutefois, cet aspect ne suffit pas en général donc, pour identifier avec certitude une espèce chimique. Donc, des grandeurs que l'on va donc, utiliser donc, dans cette fiche de cours, c'est ce qu'on appelle la masse volumique, ρ. Donc pour dessiner, donc ça se dit ρ. Donc c'est un P, mais avec une barre qui traîne un petit peu. Donc d'une espèce chimique, donc est le rapport d'une masse M d'un échantillon de cette espèce sur le volume V qu'elle occupe. Donc ρ égale M sur V. Donc vous reconnaissez que cette formule doit peut-être vous faire penser donc à la concentration massique. Sauf que cette fois-ci, on parle bien de masse volumique d'une espèce chimique. On ne parle pas d'une espèce chimique sous-entendu pure, on ne parle pas d'une espèce dissoute en solution. Donc là, par exemple, on peut définir la masse volumique d'un morceau de bois, on peut définir la masse volumique de n'importe quel corps, puisque un corps a une masse et a un volume. Donc cette fois-ci, à ne pas confondre avec la masse, avec la concentration massique. Donc l'unité dans le système international est le kilogramme par mètre cube, donc pour ρ. Mais dans ce cas-là, si on veut donc obtenir une masse volumique en kilogrammes par mètre cube, il faut prendre une masse en kilogrammes et un volume en mètre cube. D'autres unités sont utilisées, donc le gramme par millilitre, le kilogramme par litre ou le gramme par litre. La densité, petit d, d'une espèce chimique donc est le rapport de la masse volumique ρ de cette espèce sur la masse volumique donc ρ de référence d'un corps de référence. Donc la densité n'a pas d'unité puisque c'est donc le rapport de deux grandeurs de même unité. Donc les corps de référence donc généralement de l'eau pure pour les liquides et les solides, donc avec une masse volumique de l'eau qui est de 1,0 kg par litre ou alors 1 g par millilitre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez 1 litre d'eau, donc c'est bien, écoutez bien ce que je dis, je dis donc la masse volumique de l'eau c'est 1,00 kg par litre, cela signifie que 1 litre d'eau a une masse de 1 kg. Donc attention lors du calcul de la densité, donc les masses volumiques doivent être exprimées avec la même unité. Donc si je reprends un peu donc ces équations là, donc on a défini ici donc la masse volumique ρ, donc qui est égale à la masse divisée par le volume. Donc si par exemple je prends, on va faire un autre exemple, donc ici la masse en grammes pour obtenir donc le volume ici en millilitres. Si je ne laisse ces unités comme celle-là, donc j'obtiendrai ici donc une masse volumique en grammes par millilitre ou alors grammes point millilitre moins 1. Donc ça c'est pour les unités. Donc ensuite, si je veux vous montrer donc maintenant comment on peut obtenir donc les différentes formules équivalentes à celle-là. Donc pour ça, donc vous vous rappelez qu'on a déjà utilisé cette méthode qui est de diviser par 1. Donc dans ce cas-là, si vous écrivez la formule ρ égale m sur v, donc vous pouvez diviser par 1 la masse volumique et ensuite effectuer donc le produit en croix. Le produit en croix qui vous dit que ici m fois 1 c'est-à-dire m égale ρ fois le volume V. Et enfin, si vous donc ça c'est cette formule là donc est utilisée si vous voulez calculer la masse volumique, sachant que vous connaissez la masse et le volume. Si vous cherchez une masse, donc sachant que vous connaissez la masse volumique et le volume, il faudra utiliser celle-là. Mais cette formule-là découle directement de celle-ci. Et ensuite, si vous voulez calculer donc le volume, il faudra alors diviser donc ces deux relations-là donc par la masse volumique. Si vous divisez de ce côté-là par la masse volumique et de ce côté-là par la masse volumique, donc vous obtiendrez dans ce cas-là la formule V égale M sur ρ, puisque ici vous aurez donc divisé par la masse volumique. Donc là, cette formule sera utilisée donc dans le cas où on cherche le volume, sachant qu'on connaît la masse et la masse volumique. Donc ensuite, pour la densité. Donc la densité, c'est le rapport des deux masses volumiques exprimées donc dans la même unité. Donc si vous maintenant vous cherchez la masse volumique connaissant la densité, donc dans ce cas-là, vous recopiez la formule. D égale ρ sur ρ de l'eau.
toujours pareil, vous écrivez que vous pouvez diviser donc cette densité par 1, vous faites le produit en croix et vous arrivez à la formule ρ, donc la masse volumique du corps, c'est la densité du corps fois la masse volumique de l'eau. Sachant que la masse volumique de l'eau vous sera toujours donnée, donc si vous avez la densité, il faut toujours associer la densité à la masse volumique, puisque cette masse volumique est une masse volumique de référence qui vous sera toujours donnée. Donc si on reprend maintenant la fiche de cours, on arrive maintenant donc à température et de changement d'état. Donc un changement d'état est le passage d'une substance, donc d'un état physique donné, donc solide, liquide ou gazeux, vers un autre état sans modification de la structure de l'espèce chimique. Donc les changements d'état ont lieu à température qui est caractéristique de la substance à une pression donnée. Donc la température de fusion, qu'on notera θ fuse pour fusion, donc, est la température à laquelle un corps pur solide fond, c'est-à-dire qu'il passe de l'état solide à l'état liquide. Donc elle se mesure sur un Born-Koffler que nous utiliserons en TP. La température d'ébullition, donc, est la température θ ebb, ebb pour ébullition, à laquelle un corps pur liquide bout, c'est-à-dire qu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc c'est par exemple 100 degrés pour l'eau. Donc elle peut être mesurée donc, pour une pression donnée à l'aide d'un montage de distillation que nous étudierons également en TP. Ensuite, la solubilité. Donc la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant est égale à la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre par litre de solution. Son unité donc, est le gramme par litre. La solubilité d'une espèce, donc par exemple dans l'acide salicylique, C7H6O3, dépend de la température et de la pression. Regardez bien, donc si vous regardez cette solubilité à 20 degrés ou à 80 degrés, donc dans l'eau, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à 20 degrés dans l'eau, on peut dissoudre dans 1 litre d'eau 2 grammes maximum d'acide salicylique, alors qu'à 80 degrés, on peut en dissoudre donc dans 1 litre 22 grammes. Donc vous voyez qu'en augmentant la température, on a pu en dissoudre quasiment 11 fois plus. Dans l'éthanol, à 20 degrés, donc on est à 349 grammes par litre. Donc vous voyez bien qu'ici, le solvant à 20 degrés pour une même température, donc le composé donc, qui est l'acide salicylique est beaucoup plus soluble dans l'éthanol, 349 grammes par litre. C'est-à-dire que dans 1 litre, on peut en dissoudre 349 grammes, alors qu'à la même température, dans 1 litre d'eau, on peut en dissoudre que 2 grammes. Donc ensuite, si vous mettez plus que 2 grammes par litre, donc par exemple dans l'eau d'acide salicylique, mais qu'est-ce qui va se passer? L'acide salicylique ne va pas se dissoudre, il va donc rester dans le fond et rester, donc ne pas être dissous, comme un peu du sucre dans le café quand vous ajoutez trop de sucre. Le sucre, donc lui, il reste au fond de la tasse. Enfin, donc les risques présentés donc, pour les espèces chimiques, donc ça nous développerons ça lors d'une séance de TP, donc c'est les pictogrammes pour comprendre donc, les consignes de sécurité qui sont à prendre en compte. Donc l'extraction et la séparation d'espèces chimiques. Donc une extraction consiste à extraire ou à prélever une ou plusieurs espèces chimiques d'un mélange. Donc nous allons ensuite discuter donc, autour de cette peinture. Donc ça c'est une peinture des années lointaine. Qu'est-ce qu'on voit sur cette peinture, sur cette toile-là? Donc on voit quelqu'un ici qui est en train de broyer, on voit ici des gens qui sont en train de chauffer, on voit ici des espèces de petites alambics en cuivre, ici, donc là on voit bien de la fumée, on voit encore de la fumée ici, on voit quelque chose qui permet aussi de broyer relativement fort ici. Donc ça c'était la version donc on va dire du Moyen-Âge. Ici, vous avez la version qui a été utilisée pendant la guerre pour faire la distillation et les alcools. Donc, avec un schéma un petit peu plus clair ici. Donc, vous avez ici le cas, l'image réelle, et ici une explication assez rapide du principe de fonctionnement. Donc, dans les deux cas, donc il y a des serpentins, vous voyez, en cuivre. Donc, ici, vous avez plein de serpentins. On récupère donc un composé donc, qui est généralement de l'alcool pur, alcool de, je sais pas, de pommes, de poire, de tout ce que vous voulez. Donc en faisant donc barboter donc de l'alcool dans les fameuses espèces pour pouvoir extraire donc les fameuses espèces qui donnent ce goût si particulier à l'alcool très fort, donc ce sont les alcools de poire, les alcools de pommes, etc. Extraction solide-liquide. Donc lorsque l'espèce à extraire est présente dans un solide. L'extraction, donc lorsque elle est présente dans un solide. Donc l'extraction est réalisée par macération, infusion ou décoction dans un solvant. Donc c'est par exemple le cas du café. Quand on fait un café,
on essaie d'extraire donc les arômes et la caféine du café. Donc en faisant macérer donc, ça donc, dans de l'eau chaude. Donc la séparation donc, est réalisée par filtration, donc une opération donc, qui permet de séparer les constituants d'un mélange solide liquide par passage à travers un milieu filtrant. Le liquide filtré est appelé filtrat et le solide est appelé le résidu. Donc quand vous mettez un papier filtre, que vous laissez couler votre mélange donc, sur un agitateur en verre, et là vous récupérez donc en dessous dans le bécher, donc là vous avez le support, le filtrat et le résidu qui reste dans le papier filtre. Donc ça, la filtration, c'est une méthode qui permet de séparer un solide et un liquide. Ensuite, l'extraction liquide-liquide. Donc certains liquides comme l'eau ou l'éthanol, donc pour comprendre ce que c'est que l'extraction liquide-liquide, il faut comprendre ce que c'est que le mélange de liquides. Donc certains liquides comme l'eau et l'éthanol se mélangent et forment donc un mélange homogène, ils sont dits ce qu'on appelle miscibles. Donc par exemple, un exemple, c'est toutes les bouteilles d'alcool. Dans toutes les bouteilles d'alcool, vous avez un pourcentage hors volume d'alcool, mais quand vous ouvrez une bouteille de whisky ou une bouteille d'alcool, quelle qu'elle soit, vous n'avez pas de phase, donc le mélange est bien homogène. Par contre, l'eau et l'huile sont deux liquides qui ne se mélangent pas. Le mélange n'est pas homogène, on dit qu'il est hétérogène, ils sont donc non miscibles. L'eau et l'huile sont deux liquides qui sont non miscibles. Donc application à l'ampoule à décanter. La décantation donc, permet de séparer des espèces liquides non miscibles de densités différentes. Donc après agitation de l'ampoule à décanter et décantation, les solvants non miscibles qu'elle contient se positionnent selon la valeur de leur densité. Le solvant ayant la densité la plus faible se place au-dessus. Donc ça veut dire que si vous mélangez de l'eau et de l'huile, vous allez voir que ça va former des bulles. Si vous les mettez dans cette ampoule à décanter et que vous ouvrez le bouchon ensuite, vous allez voir que les deux phases vont se reséparer. Et vous allez voir que l'eau, ici, va se mettre sur la phase du dessous et l'huile va se mettre sur la phase du dessus. Et pourquoi c'est cet ordre-là? Parce qu'en fait, l'huile ici a une densité plus faible que l'eau, qui a une densité, donc par définition de référence, qui est de 1, et l'huile a une densité généralement qui est de l'ordre de 0,8. Donc c'est un liquide qui est moins dense. Donc le moins dense se met toujours au-dessus, et le liquide le plus dense se met toujours en dessous. Ensuite, l'extraction à l'aide d'un solvant. Donc lorsque l'espèce à extraire est présente dans une solution aqueuse, donc imaginons une solution et on veut extraire une espèce de cette solution, mais qu'une espèce et pas toutes les autres espèces qui sont à côté. Donc l'extraction est réalisée donc, dans une ampoule à décanter grâce à un solvant organique non miscible à l'eau, dans lequel l'espèce à extraire est beaucoup plus soluble. Alors, il faut essayer de comprendre les deux conditions. Il y a deux conditions à remplir pour extraire donc, une espèce. Donc, dans l'extraction liquide-liquide, ça veut dire qu'on extrait une espèce d'un liquide et on le transfère dans un autre liquide. Donc, dans ce cas-là, on va vous demander de choisir un solvant. Et ce solvant donc, devra être organique, puisque les solvants organiques sont non miscibles à l'eau. Ça veut dire qu'en gros, ils formeront deux phases. Donc là, vous aurez votre liquide, votre phase organique, et ici, là, vous aurez votre phase aqueuse, dans laquelle il y aura l'espèce à extraire, et plein d'autres choses. Vous allez déposer ensuite une phase organique judicieusement choisie. Donc généralement, elle aura une densité qui est plus faible, donc elle sera au-dessus. Et il faudra que dans le solvant organique que vous allez choisir, l'espèce à extraire soit beaucoup plus soluble. Donc ça veut dire quoi, beaucoup plus soluble? Ça voudra dire que si l'espèce est beaucoup plus soluble dans l'espèce ici, le solvant que vous avez mis ici, ça veut dire que l'espèce qui était initialement dans la phase aqueuse va se plaire beaucoup mieux, elle va avoir une meilleure affinité dans le solvant organique. Donc ça veut dire qu'elle va passer de manière spontanée de la phase aqueuse à la phase organique. Donc pour ça, il y a deux conditions pour pouvoir extraire une solution, une espèce d'un liquide vers un autre liquide. Il faut choisir donc un solvant organique qui soit non miscible à l'eau de manière à séparer les deux. Imaginez que si vous prenez un solvant organique qui est miscible à l'eau, dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir séparer les deux phases, donc pas pouvoir extraire l'espèce de la phase aqueuse, puisque tout va être homogène. Donc ça c'est la première condition, il faut qu'on ait donc un solvant organique non miscible à l'eau, et ensuite il faut, deuxième condition, que la solubilité dans les solvants choisis soit beaucoup plus forte que dans la phase aqueuse, de manière à ce que l'espèce puisse aller spontanément donc, de la phase aqueuse vers la phase que vous avez choisie. Donc la séparation se fait donc dans les poules à décanter, bouchon retiré. Donc on observe deux phases, une phase organique contenant le solvant organique et une phase aqueuse qui contient l'eau. Alors autre
paramètre qui permet d'extraire des espèces, ce qu'on appelle l'hydrodistillation. Donc l'hydrodistillation donc, est une méthode d'extraction par chauffage puis vaporisation. Donc la chaleur vaporise donc l'éclatement des cellules végétales. Donc vous imaginez, on met ici donc de l'eau. Ici, on met des cellules végétales, par exemple des pétales de rose, donc qui libèrent donc l'espèce à extraire. Donc en fait, le fait de chauffer va éclater les cellules végétales. Donc les espèces qui sont l'espèce à extraire, qui est par exemple l'espèce qui sentent, les espèces odorantes de la rose vont pouvoir donc alors se vaporiser, monter ici donc dans ce réfrigérant. Elles vont se condenser ici sur les vapeurs, sur les bords de ce réfrigérant. Donc ce réfrigérant, vous voyez que le tube ici, donc il est autour, donc il y a de l'eau qui coule. Donc les vapeurs qui arrivent ici, donc à une température relativement élevée, vont pouvoir se condenser et couler du fait de l'inclinaison. Et on va les récupérer ici donc. On peut mettre donc là ici une éprouvette graduée, mais on peut très bien mettre aussi un Erlenmeyer ou un Becher. Donc cette dernière est ensuite entraînée sous forme gazeuse par la vapeur d'eau et ainsi extraire du mélange végétal. Donc vous imaginez ici ensuite on récupère donc un mélange généralement contenant de l'eau et ici en jaune donc les extraits, les fameuses ce qu'on appelle donc les huiles essentielles par exemple de rose. Donc les vapeurs sont ensuite condensées dans le réfrigérant à eau, on récupère alors un mélange hétérogène qu'on appelle le distillat. Hétérogène puisqu'il y a ici de l'eau et une phase organique avec les espèces à extraire. Donc ça c'est ce qu'on appelle hydrodistillation ou distillation simple. Donc hydrodistillation c'est une distillation à l'aide de l'eau, d'où le terme hydro. Ensuite, dernier petit point un petit peu plus mathématique, donc les formules pour trouver une quantité de matière. Donc si on fait le point, donc si vous avez donc un soluté qui soit ionique ou moléculaire dissous, donc dans une solution de concentration c'est concentration molaire pardon. Donc ici on a petit n égale C fois V. Donc petit n égale C fois V. Donc ça si vous avez la concentration, donc c'est pas concentration massive pardon, c'est concentration molaire. Donc je vais le corriger tout de suite. Donc là c'est la concentration molaire ici. Donc ici, donc vous avez petit n égale C fois V. Donc la concentration molaire fois le volume vous donne la quantité de matière. Donc ça ne marche que pour les solutés, donc dissous, que ce soit ionique ou moléculaire. Si vous avez une entité solide de masse petit m et de masse molaire petit m, vous appliquez la formule petit n égale petit m sur la masse molaire grand M. Et enfin, si vous avez une entité liquide moléculaire pure, de masse molaire grand M, donc vous pouvez appliquer petit n égale petit m sur grand M, donc vous pouvez très bien peser un liquide, hein. Il suffit juste de mettre donc un bécher ou une éprouvette, vous faites la tare et vous versez le liquide jusqu'à ce que vous ayez la masse voulue. Ou alors vous prélevez à l'aide d'un volume, mais dans ce cas-là, donc pour passer de cette formule-là à cette formule-là, on applique donc la formule m égale ρ fois V, donc ça c'est ce qui me permet de passer de cette formule-là à cette formule-là. Ça c'est ce qu'on a vu quand on a fait tout à l'heure donc les explications sur l'utilisation de cette formule. Donc on peut très bien ensuite ici revenir et donc passer ici donc de la formule petit n égale petit m sur grand M en remplaçant m par ρ fois v, donc j'obtiens ici donc c'est ce que la quantité de matière. Donc si vous connaissez la masse volumique, le volume et la masse molaire, vous obtenez donc cette formule là. Et enfin si vous n'avez pas la masse volumique mais que on vous donne la densité, et ben dans ce cas là on applique ici donc la formule qui est donc ρ égale d fois ρ de l'eau. Et donc ça c'est la formule qui me permet ici de passer de cette formule là à celle-là. Donc si on ne vous donne pas la masse volumique mais qu'on vous donne la densité, et ben vous remplacez la masse volumique ρ par d fois la masse volumique de l'eau. On vous donnera forcément la masse volumique de l'eau si vous avez le volume. La densité et la masse molaire, vous pouvez calculer donc la quantité donc, de matière. Donc à vous, à l'aide de ce petit tableau, en gros, de voir quelles sont les espèces que vous avez, si elles sont solutées, donc dissoutes, si elles sont solides, ou si elles sont liquides, donc, mais moléculaires pures. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, vous allez pouvoir utiliser cette formule-là. Donc si vous avez des masses, ou alors si vous avez des volumes, il vous faudra, donc dans le cas d'espèces pures, n égale ρ fois v sur la masse molaire. Et si ici l'espèce est dissoute, n égale petit c, donc ici la concentration molaire, fois le volume. Donc voilà, nous espérons que cette vidéo donc, vous aura été utile.